Et si, et si tout ce qu'on croyait savoir sur la politique reposait en fait sur une erreur vieille de 2000 ans? C'est un peu la question de fond qu'on va explorer aujourd'hui. Finalement, à quoi ça sert vraiment la politique? Alors pour commencer, partons d'un sentiment assez largement partagé, une sorte de frustration. C'est vrai, non? On a l'impression que, peu importe où on regarde, la politique est toujours en crise. Elle semble complètement incapable de répondre aux grands défis d'aujourd'hui. La question c'est, pourquoi? Et les signes de cet échec, eh bien, ils sont partout. Regardez, dans nos démocraties, le premier parti, c'est souvent celui des gens qui ne votent plus. Ailleurs dans le monde, on a des dictatures violentes qui se maintiennent par la force. Et puis à l'échelle de la planète, des problèmes immenses, existentiels même, comme le climat ou la pollution, ça reste sans vraie réponse. Et si on regarde l'histoire, c'est pas très réjouissant non plus, c'est souvent une longue histoire de cynisme et de violence. Bon, alors, c'est la faute à qui tout ça? Aux politiciens, tous corrompus, à la nature humaine qui serait mauvaise? L'analyse qu'on décortique aujourd'hui, elle, propose quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus profond. Le problème, ce serait pas moral, mais intellectuel. Une erreur de raisonnement à la base qui nous aurait tous, en quelque sorte, rendus aveugles. Et pour comprendre d'où vient cette cécité collective, il faut remonter loin, très loin, jusqu'à la source du problème. Apparemment, tout viendrait d'une seule petite phrase, prononcée il y a plus de 2000 ans, et qui aurait, sans qu'on s'en rende compte, mis toute la pensée politique sur de mauvais rails. La voici, cette fameuse phrase. Elle est de Cicéron. Et res publica res populi. Ce qui veut dire l'État est la chose du peuple. Dit comme ça a l'air juste, évident même. Qui serait contre? Et pourtant, c'est pile là, dans cette affirmation, que se cacherait l'erreur originelle. Alors, où est le piège? Il est dans ce glissement très subtil entre le mot public et le mot peuple. En disant que l'un et l'autre, on a créé une sorte de boucle sans fin, un vrai casse-tête. On essaye de définir ce qui est public en se basant sur le peuple, mais pour définir le peuple, on a besoin de savoir ce qui est public. C'est un serpent qui se mord la queue, et c'est cette confusion de départ qui aurait tout embrouillé depuis des siècles. Ok, alors, comment on sort de ce brouillard intellectuel? Eh bien, la proposition, c'est de tout remettre à plat, de repartir de zéro, avec un nouveau modèle, une nouvelle grille de lecture beaucoup, beaucoup plus simple. Elle est basée sur une distinction claire entre trois espaces fondamentaux de notre existence. L'idée ici, ce n'est pas de dire qu'un espace est meilleur qu'un autre, pas du tout. C'est juste de reconnaître qu'ils existent, qu'ils sont différents, et que le plus important, c'est de ne surtout pas les mélanger si on veut enfin y voir un peu plus clair. Alors, regardons ensemble comment ces trois espaces se différencient. D'un côté, il y a l'espace naturel. Lui, il est ouvert à tous, il n'y a pas de règles. C'est le domaine de l'aventure, de la liberté totale, mais aussi du risque, évidemment. À l'extrême opposé, on a l'espace privé. Là, c'est fermé. C'est le propriétaire qui décide qui rentre et qui fixe les règles. Le but, c'est la sécurité. Et enfin, coincé entre les deux, on a l'espace public. Et lui, il est un peu un mix. Il est ouvert à tous, comme la nature, mais il y a des règles, les règles politiques, un peu comme dans le privé. Sa raison d'être, permettre les échanges et accueillir ce qu'on fait tous ensemble, nos œuvres communes. Une fois qu'on a posé ce cadre, cette distinction entre les trois espaces, eh bien le rôle de la politique devient tout à coup beaucoup plus clair. Et, chose assez surprenante, il devient aussi extrêmement limité. Parce que dans cette vision des choses, la politique, elle n'a pas 50 missions différentes à accomplir. Non, elle n'en a qu'une, une seule. Et rien que ça, cette simplicité radicale, c'est déjà une petite révolution. Et cette mission unique, la voilà, gérer l'espace public. Point, c'est tout. Ça veut dire qu'elle n'a pas à se mêler de l'économie privée, ni à essayer de contrôler la nature. Sa seule et unique responsabilité, c'est de s'occuper de cet espace commun, cette sorte d'interface entre tous les autres espaces. Concrètement, gérer l'espace public, ça veut dire quoi? En gros, trois choses. D'abord, il faut construire et entretenir tout ce qui est commun. Les routes, les ponts, mais aussi les réseaux numériques aujourd'hui. Ensuite, il faut garantir que tout le monde puisse y avoir accès, facilement et en toute sécurité. Et enfin, troisième point, il faut le défendre. Le défendre contre ceux qui voudraient se l'approprier, le privatiser, ou contre les forces de la nature qui pourraient le détruire. Alors, de toute cette théorie découle une proposition, très concrète et même assez radicale. Une solution pratique pour que la politique puisse enfin se concentrer sur son unique mission. Voici l'idée, qu'on appelle l'offre universelle de travail public. C'est simple, l'État devrait proposer à n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, un job dans le public. Attention, ce n'est pas obligatoire, c'est juste une offre, une possibilité. Et le but de ce job, c'est de fournir juste assez pour couvrir tous les besoins essentiels, se loger, manger, etc. Et là, l'impact sur la vie de tous les jours serait assez dingue.
L'auteur estime qu'avec la productivité qu'on a aujourd'hui, il suffirait de travailler une seule petite journée par semaine dans ce cadre public pour couvrir tous ses besoins. Une journée. Imaginez un peu. Ça laisserait 6 jours entiers chaque semaine pour faire autre chose. Monter sa boîte, apprendre, créer ou juste partir à l'aventure. Les conséquences d'un tel système, elles seraient énormes. Fini tout le système de protection sociale qu'on connaît, les retraites, le chômage, tout ça parce que tout le monde aurait accès à un revenu de base via ce travail. L'État n'aurait même plus besoin de s'occuper de réguler le travail dans le secteur privé. Pourquoi ? Parce que si un employeur devient abusif, eh bien le salarié peut juste partir, il a une porte de sortie garantie. Le grand débat dans la société ne serait plus travail contre loisir ou emploi contre chômage, mais plutôt travail public contre activité privée. Mais au fond, quel est le but de toute cette construction ? Pourquoi est-ce que c'est si important de bien séparer ces trois espaces et de s'assurer qu'on puisse bouger librement de l'un à l'autre ? Le concept central ici, c'est ce que l'auteur appelle la superposition des scènes. L'idée, c'est que la vraie valeur, la vraie richesse d'une société, que ce soit l'innovation, la culture, la science, ça ne se crée jamais dans un seul espace, de manière isolée. Non, ça émerge de la rencontre, du frottement. Ça se passe quand des gens qui viennent d'espaces différents, avec des expériences différentes, se croisent et que leurs compétences se combinent. Et c'est là que le politique a son rôle à jouer. Il doit, comme le dit l'auteur, mettre en place les conditions pour que les personnes passent fréquemment de l'espace public à un ou plusieurs espaces privés et, ce faisant, il peut favoriser la superposition des scènes. En clair, le politique ne crée pas la valeur lui-même, il met juste en place le terrain de jeu pour que cette valeur puisse naître, partout ailleurs. Donc, si on résume, le point absolument crucial, c'est que le but ultime de la politique, ce n'est pas le bonheur, la richesse ou le pouvoir, c'est la fluidité. Un bon système politique, c'est simplement un système qui permet à chacun de passer le plus facilement possible de l'un à l'autre, de l'aventure, de l'espace naturel, à la sécurité du privé, en passant par cet espace public bien géré. C'est de ce mouvement permanent que tout le reste peut naître. Alors, est-ce que c'est réaliste ? L'auteur le dit lui-même. C'est une utopie. Une idée qui, probablement, ne pourrait même pas être discutée sérieusement avant la prochaine grande crise mondiale. Le genre de choc qui nous forcerait à tout remettre en question. Mais face au blocage qu'on connaît aujourd'hui, la question mérite d'être posée. Est-ce que cette vision, aussi radicale soit-elle, pourrait être une piste pour le monde de demain ? La réflexion, en tout cas, est ouverte.